Vous m'entendez? Ouais. Ok, parfait. Bonjour tout le monde et merci d'être venu pour cette conférence. On est ravis de vous accueillir. Du coup, dans cette conférence, on va parler de fiscalité des entreprises et plus particulièrement de comment récupérer les profits des multinationales qui malheureusement échappent souvent à notre impôt sur les sociétés en France. On a la chance d'avoir trois expertes du sujet pour cette conférence. À ma droite, je vais vous présenter Mona Baraké, qui est chercheuse spécialisée sur les questions de paradis fiscaux et de lutte contre la fraude fiscale. Ça tombe bien, et qui travaille pour le EU Tax Observatory, qui est un centre de recherche indépendant qui a été créé il y a seulement quelques mois et qui travaille justement sur ces questions de fiscalité et de lutte contre la fraude fiscale. Notamment, qui propose des solutions notamment au niveau européen. C'est un institut qui est dirigé par Gabriel Zuckman, dont vous avez sûrement entendu parler. Et ils ont sorti un papier sur cette question en juin, coécrit par Mona Baraké. Elle va pouvoir nous présenter les principaux résultats. Et le but de cet institut, c'est vraiment de nourrir la réflexion et les débats politiques. Pour nous, c'est très utile. On est ravis de pouvoir l'accueillir. Ensuite, à ma droite, vous avez Émilie Cariou, qui a beaucoup travaillé sur ces questions d'évasion, de lutte contre l'évasion fiscale tout au long de sa carrière. D'abord dans l'administration, elle travaillait à Bercy, puis à l'autorité des marchés financiers, puis plus côté politique dans des cabinets ministériels sous le quinquennat Hollande, toujours sur ces questions de lutte contre la fraude fiscale, et qui a enfin été élue députée En Marche en 2017, qui était coprésidente de la commission des finances et qui s'est vraiment battue au sein de la majorité pour faire bouger les lignes et pour faire avancer la majorité sur ces questions. Moi, je travaillais à l'Assemblée nationale à l'époque, j'ai pu le voir de mes propres yeux, et donc je suis ravi qu'on puisse l'accueillir aujourd'hui. Parfois, ça a marché, elle nous en parlera. Parfois, ça n'a pas marché, et la majorité n'a pas voulu bouger, et en tout cas n'a pas voulu aller aussi loin que ce qu'elle proposait et ce que nous, on aurait voulu. Peut-être à cause de ça, enfin, en tout cas, elle a quitté le groupe de La République En Marche en 2020, et elle est aujourd'hui coprésidente du parti des Nouveaux Démocrates. Et enfin, tout à droite, on a Manon Aubry, que j'ai peut-être moins besoin de présenter, mais donc qui est députée européenne de la France Insoumise, et qui aussi, avant d'être élue, se battait sur ces questions au sein d'Oxfam et de la société civile, et donc qui est aussi experte de ces questions. Et donc c'est un peu l'intérêt de cette conférence, c'est de vraiment avoir trois experts du sujet et de pouvoir aller dans le détail en fait sur ce sujet assez précis. Donc cette conférence elle est organisée par le groupe thématique sur la justice fiscale. Donc c'est pour ça que j'anime, parce que je m'occupe de ce groupe thématique, et donc ça va être vraiment d'aller en profondeur sur ce sujet. Donc n'hésitez pas aussi, on va essayer de laisser un long temps de dialogue à la fin à poser vos questions, et ça s'inscrit un peu voilà, dans un cycle plus global où par exemple demain on aura une autre conférence avec Manon Aubry sur qui va payer la crise, où on élargira peut-être un peu plus le scope. Voilà, et on voulait faire, donc avec le groupe thématique, on voulait faire cette conférence sur ce sujet parce qu'en fait ça fait partie des sujets sur lesquels on a pu préciser le programme en fait depuis la première version de l'Avenir en commun en 2016. Disons que pendant la campagne de 2017, on savait déjà ce qu'on voulait faire, on connaissait l'objectif politique, mais on n'avait pas forcément autant détaillé en fait voilà, clé en main ce qu'on ferait si on pouvait arriver au pouvoir pour résoudre ce problème. Et c'est vrai que grâce au travail de nos députés à l'Assemblée nationale, puis au Parlement européen, notamment de Manon, et aussi au travail de la recherche qui a évolué sur ce sujet, donc on le verra notamment avec Mona Baraké, on a pu vraiment préciser ce qu'on voulait faire. Et donc je vais tout de suite donner la parole à Manon Aubry, qui va notamment voilà, vous parler de notre solution clé en main pour résoudre ce fléau. Donc je te laisse la parole, Manon. Merci beaucoup à Boris, qui ne s'est même pas présenté. Boris, qui donc coordonne le groupe thématique sur la justice fiscale, qui s'est créé en fait récemment, parce que paradoxalement, en fait, il n'y en avait pas en tant que tel au sein de la France Insoumise, et qui coordonne une grande partie des travaux thématiques qu'on fait sur le fond. Donc, il fait partie des nombreuses personnes de l'ombre, mais qui contribuent à la richesse du travail qu'on fait. Donc, c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage, parce que il s'efface tellement qu'il ne s'est même pas présenté en donnant même pas son nom. Peut-être pour poser les bases de cette conférence, alors vous savez que mon dada c'est l'évasion fiscale. D'ailleurs, petite parenthèse sur le programme officiel qu'on vous a donné, le titre était sur la progressivité de l'impôt, parce qu'à la base on avait prévu d'en faire deux, une sur la progressivité de l'impôt, l'autre sur l'évasion fiscale. En fait, on a gardé que celle sur l'évasion fiscale, parce que demain, il va y avoir une conférence plus large sur qui va payer la crise. En gros, est-ce qu'on va faire payer les ultra riches ou les plus pauvres?
petit indice donné par Bruno Le Maire, pas plus tard que hier ou avant-hier, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, comprendre. C'est les plus pauvres et les plus précaires qui vont payer la crise. Je termine cette parenthèse pour venir spécifiquement sur le sujet de l'évasion fiscale. C'est vrai que ce qui est frappant, et Émilie en parlera aussi certainement, il y a une forme de consensus maintenant pour dire quand même, l'argent qui est caché dans les paradis fiscaux, il faut aller le chercher. Et là, en général, vous avez l'ensemble de la classe politique qui va vous dire oui, il faut aller le chercher. Et puis bizarrement, on nous dit rarement comment, avec quels moyens financiers, humains, et avec quelle méthode, techniquement, comment on va récupérer cet argent. Parce que, première chose, on s'attaque à des intérêts politiques, économiques et financiers. C'est très dur d'évaluer le montant lié à l'évasion fiscale. Il y a de nouveaux chiffres qui ont été évalués justement par Gabriel Zucman qui dirige l'institut de recherche dans lequel travaille Mona, qui a évalué à 48 milliards d'euros le montant des bénéfices artificiellement transférés par les multinationales. Là, je vous ai tous perdus. C'est assez simple, en réalité. C'est des entreprises, le cœur même aujourd'hui de l'évasion fiscale, c'est une grande entreprise, elle réalise une activité, sauf que le produit de cette activité, c'est-à-dire le bénéfice, n'est pas déclaré là où il a été réalisé. Donc en pratique, vous prenez Apple, Amazon, McDonald's, etc., ce sont des entreprises qui ont une activité florissante en France. Google, tout le monde utilise Google quand vous allez sur votre téléphone portable. Probablement, vous êtes nombreux ici à avoir un téléphone Apple. Vos enfants ou vous allez peut-être à McDonald's. Bref, la liste est longue. Ce sont des entreprises qui sont florissantes. Et pourtant, le produit de leur activité est artificiellement déclaré, donc enregistré dans des paradis fiscaux, Luxembourg, Irlande, etc., pour ne citer que. Et cette opération, elle est rendue possible par tout un tas de techniques. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais le principe même, c'est de se dire que l'entreprise utilise des outils. Elle va dire, par exemple, ce que fait typiquement McDonald's, c'est que l'entreprise dépose son brevet, donc son droit d'utilisation de la marque dans un autre pays. Donc en gros, quand vous allez chez McDo, vous avez tous remarqué, c'est les mêmes couleurs partout, la même recette du burger, bon, je vous parle même pas de l'aspect malbouffe, etc. Et ça, il y a un brevet qui est déposé. La recette du hamburger, il y a un brevet. Et ce brevet, il n'est pas déposé ni aux États-Unis ni en France. Non, il est déposé au Luxembourg. Ce qui fait que les franchises, les restaurants McDonald's, dans chacun des restaurants McDonald's dans lesquels vous allez, chaque recette qu'ils enregistrent, à chaque fois que vous payez votre burger, je sais pas, le burger ça doit être quoi, 2,50 €, je suis peut-être pas à la page, désolé, ça fait 15 ans que je suis pas allée à McDo, donc j'en sais rien. Mais bref, mettons 2,50 €. En réalité, votre resto McDo, il va dire, bah ça c'est lié à ma recette de McDonald's, c'est lié à ma recette du hamburger, et donc je paye une redevance pour cette recette. Et cette redevance, ils vont la payer là où est enregistré le brevet, là où a été déposée la recette. Et devinez quoi? C'est au Luxembourg, en Irlande, etc. Je vous explique tout ça parce que on n'arrivera pas à lutter contre l'évasion fiscale si on ne comprend pas le mécanisme même de l'évasion fiscale, qui est ce qu'on appelle dans le jargon à nous, le transfert artificiel de bénéfices. Ce transfert artificiel de bénéfices, c'est concrètement toutes ces entreprises qui délocalisent artificiellement parce que entre elles, ces entreprises vont se repayer des coûts tels qu'ils soient. Mais tout ça, ça se passe au sein de la même multinationale. Et de cette manière-là, vous avez vos profits qui atterrissent en Irlande, au Luxembourg, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Bah, les entreprises soit bénéficient d'un taux très bas, c'est le cas en Irlande, c'est 12,5, mais en plus de ça, vous avez une taux d'exemption et ça fait tomber à 5, 3, 2, voire même 0,0 et quelques pourcents, comme ça a été le cas pour Apple. Et à la fin de la fin, bah, vous avez des entreprises qui payent de moins en moins d'impôts. Et c'est vrai partout dans le monde. Et c'est vrai parce que vous avez à la base des paradis fiscaux qui sont le cœur du problème. La locomotive du train de l'évasion fiscale, ce sont les paradis fiscaux qui offrent ces avantages fiscaux partout où ils sont, en Irlande, au Luxembourg, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée une concurrence. La nouvelle concurrence, la guerre en fait un peu du 21e siècle, c'est une guerre un peu de bruit. C'est une guerre qui fait pas de victimes directes, mais qui fait énormément de victimes collatérales. C'est cette guerre fiscale que se livrent les États. Parce que qu'est-ce qui se passe quand le Luxembourg, l'Irlande et d'autres États
abaissent leur taux d'imposition, tous les autres, ils se disent, ouais, on est dans une économie mondialisée, il faut s'aligner. Et pour s'aligner, ils vont baisser eux aussi leur taux d'imposition. C'est précisément ce qu'a fait Emmanuel Macron, en abaissant le taux d'imposition en France des grandes entreprises de 33 à 25%. Et ça, c'est le taux sur le papier. Parce que vous rajoutez tous les crédits d'impôt, ça reste pas grand-chose à la fin. Et en particulier, ceux et celles qui en bénéficient, ce sont des grandes entreprises multinationales qui, elles seules, ont le pouvoir d'utiliser les paradis fiscaux. C'est un exemple que je prends souvent. Amazon ou Starbucks, ils ont des filiales dans les paradis fiscaux. Si vous prenez votre librairie du coin pour comparer à Amazon ou votre bar PMU pour comparer à Starbucks, eux n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux. Et eux ne délocalisent pas dans les paradis fiscaux. Et donc, c'est aussi de la concurrence déloyale entre les petites et les grandes entreprises. Donc, je reviens à cette histoire de concurrence, ce qui fait que le taux d'imposition sur les sociétés, au gré de cette concurrence, a été divisé par 2 en l'espace, Mona, corrige-moi si je me trompe, je crois que c'est 20 ans. C'est ça, 20 ans à l'échelle internationale. Et donc, pour finir cette introduction, pour bien comprendre le problème, qu'est-ce qui se passe quand les grandes entreprises ne payent plus leur juste part d'impôt? 2 choses. 1, on demande aux autres de payer, à vous, à moi. Bizarrement, la TVA, elle a augmenté. La CSG, elle a augmenté. Ce sont des impôts qui sont profondément injustes. Riches ou pauvres, milliardaires ou smicards, vous allez payer le même taux. Et non seulement vous allez payer le même taux, mais en plus, quand vous êtes smicard, vous allez consommer plus parce que le milliardaire, une fois qu'il s'est acheté même 3 yachts, après, il va un peu économiser. Le smicard, il va tout dépenser. Donc, en proportion de revenus, les plus pauvres vont même payer plus d'impôts que les plus riches. Et la deuxième conséquence, c'est que c'est aussi de l'argent qui manque dans les caisses de l'État. Et derrière, c'est les services publics qui sont coupés, les hôpitaux, l'école, etc. Et donc, ce qu'il faut retenir du problème de l'évasion fiscale, c'est cette course à la concurrence fiscale internationale. Une fois qu'on a compris le cœur du problème, on peut réfléchir à comment le résoudre. Et c'est là où aussi, politiquement, nous, on intervient pour essayer d'offrir des solutions. Mais j'insiste là-dessus, on n'apportera pas les bonnes réponses à l'évasion fiscale si on n'a pas compris le cœur du problème. Et pour apporter ces réponses-là, il y a une bataille qu'on a menée depuis quelques années. Moi, quand j'étais dans le secteur associatif, c'est le moment où j'ai eu l'occasion de croiser la route d'Émilie Cariou. Je faisais partie de ces gens au secteur associatif qui harcelaient les députés pour leur dire de voter. Je dois dire qu'elle nous a en partie aidés pour la loi sur la fraude fiscale, pas au bout de ce qu'on aurait aimé, mais notamment pour venir en partie à bout du verrou de Bercy. Qui, encore une autre question, qui limitait la capacité de l'État à poursuivre notamment les grandes entreprises et tous ceux qui font de la fraude fiscale. Je ferme cette parenthèse pour dire, en gros, une des solutions qui était prônée par le secteur associatif depuis des années, c'est d'arrêter cette course, cette dégringolade vers le bas en disant maintenant, on met un plafond et on met un taux minimum d'imposition des grandes entreprises multinationales. Et la difficulté, c'est évidemment de se dire, c'est quoi le taux minimum? À quel taux on devrait le fixer? Parce que si vous prenez le taux moyen aujourd'hui, il est tellement bas que en fait, vous vous arrêtez à un niveau tellement bas que ça veut dire faire payer tous les autres. Et donc, c'est ce débat qui est né ces dernières années avec un taux minimum d'imposition. Nous, on plaide pour un taux minimum de 25%. À tous ceux qui pensent qu'on est des bolcheviks, le taux d'imposition sur les sociétés, il est né en France avec un taux de 50%. Et c'était pas les affreux bolcheviks qui l'ont fait à l'époque. Et ça paraissait normal qu'une entreprise qui prospère grâce à des routes qui sont gratuites, grâce à des gens qui ont été éduqués, grâce à des gens qui bénéficient de la protection sociale, alors ils reversent une partie de cet argent qu'ils ont produit à la société. Et donc c'est normal qu'ils contribuent, comme vous et moi, au quotidien, on contribue avec notre TVA, avec notre impôt sur le revenu, etc. Donc c'est ce qu'on plaide, 25%. Il y a eu un accord au niveau international, il y a quelques semaines, vous avez peut-être entendu parler, avant l'été, qui a été annoncé comme une révolution fiscale. On nous a dit, c'est la fin de l'évasion fiscale. Bon, moi, ça me rappelle, le moment où j'ai commencé à travailler à Oxfam, c'était juste après un G20 à Londres, où c'était Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, et qui avait dit, c'est la fin des paradis fiscaux. Bon, vous avez vu comment ça s'est traduit depuis, LuxLeaks, OpenLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers. Bon, je vous fais pas la liste, elle est longue, de tous les scandales fiscaux, vous en avez entendu parler ces dernières années. Et donc, ils nous ont dit, révolution fiscale, on va régler le problème, on va faire un taux minimum d'imposition au niveau international. Et devinez à quel taux? 15. Et vous avez Bruno Le Maire, qui a fanfaronné sur tous les plateaux télé pour dire, moi, Bruno Le Maire, avec mes petits bras, super musclés, j'ai réussi à obtenir ce taux d'imposition. Alors évidemment, ce taux
d'imposition, non seulement il est extrêmement faible, 15, c'est à peine au-dessus du taux d'imposition de l'Irlande, qui est de 12,5%. Mais pour vous dire, et grâce aux travaux qui est fait par l'Observatoire européen sur la fiscalité, dont vraiment il faut saluer le travail parce que nous, ça nous nourrit aussi dans le travail qu'on fait au quotidien. Si je dis pas de bêtises, si je veux me souvenir des chiffres exacts, ça rapporterait pour la France, je les ai plus sur mes feuilles, mais on va tester ma mémoire, ça rapporterait pour la France 4 milliards d'euros. Ce qui fait peanuts, hein, c'est vraiment pas grand-chose à l'échelle du budget de l'État. Si le taux avait été de 21%, notamment comme le défendait Joe Biden, ça aurait été 16 milliards d'euros, on est déjà à 4 fois plus. Et si ce taux avait été à 30%, je rappelle, moins que le taux qui était celui de la création de l'impôt sur les sociétés qui était à 50, là on aurait été à 10 fois plus. 39,6 milliards d'euros, si je ne dis pas de bêtises, sur les chiffres. Et donc vous voyez que, comme d'habitude, là où le bas blesse, c'est dans les détails et ce taux minimum. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Et j'en arrive à la proposition qui est la nôtre qu'on porte. Nous, le raisonnement, c'est de se dire, c'est évidemment extrêmement dur à l'échelon international de se mettre d'accord sur un taux minimum commun. Évidemment que, de manière idéale, pour lutter contre l'évasion fiscale, il faut parvenir idéalement à un taux commun à 25 ou 30% à l'échelon international. Bon, ça c'est si vous êtes très 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 patient. Je suis pas bien vieille, mais probablement je le connaîtrai pas de mon vivant. Et en attendant, on aura perdu des dizaines et des dizaines de milliards d'euros chaque année en recettes fiscales à cause de l'évasion fiscale des multinationales. Donc, une des propositions qui est inspirée notamment des travaux de Gabriel Zucman, l'économiste dont on parle beaucoup ici, c'est ce que lui a appelé le déficit fiscal, c'est ce que moi j'appellerais plutôt l'impôt universel. Le concept, il est assez simple, c'est qu'on calcule l'activité économique globale d'une entreprise multinationale à l'échelon international. On regarde quelle est son activité. Ça, on a des données pour le savoir. Combien elle fait de ventes, combien elle a d'employés, etc. Et on calcule la différence entre ce qu'elle a payé en pratique d'impôts, ça on le sait aussi. En France, on sait combien Apple ou Google payent, pas grand-chose. Et on calcule l'impôt théorique que ces entreprises auraient dû payer si elles étaient imposées à ce taux minimum, que nous, on souhaite fixer à 25%. Je vais vous donner un cas pratique pour bien comprendre comment ça fonctionne. Prenons Apple. Apple paye 19 millions d'euros d'impôts en France. C'est que dalle, eu égard à l'activité économique qui est la leur, notamment parce que le produit de sa propriété intellectuelle est enregistré en Irlande. Ce qu'on propose, c'est assez simple, c'est de calculer l'activité économique d'Apple à l'échelon international et de calculer la différence entre ce qu'ils ont payé d'impôts en France, 19 millions d'euros, et ce qu'ils ont payé à l'échelon international, s'il avait dû payer sa juste part, si l'entreprise avait payé sa juste part d'impôts à 25%. Et ça, on peut le calculer, on peut le voir, parce qu'en fait, on connaît l'activité économique réelle d'Apple en France. On connaît l'activité économique réelle dans tous les pays. Et donc, on peut faire la différence entre ce qu'ils ont payé d'impôts et ce qu'ils auraient dû payer d'impôts s'ils avaient été imposés à 25%. Et cette différence-là, nous, unilatéralement, si on était au pouvoir, on dirait, on le récupère. Cet argent, on le récupère. Et en fait, ça peut avoir un effet boule de neige à plusieurs égards. D'abord, rien ne l'interdit, y compris dans le droit européen. La fiscalité n'est pas une compétence de droit européen, donc on peut le faire. Première chose. Deuxième chose, si l'entreprise menace de délocaliser, chantage classique. Imaginez Google, Amazon ou McDonald's qui quittent le marché français. J'y crois pas une seconde. Même imposé à 25%, ça reste lucratif et juteux pour eux. Troisième effet, on le fait, on est quand même la deuxième économie européenne, peut-être que si on y arrive, on va donner des idées à nos petits copains et à nos voisins européens. Et on peut aussi entraîner un effet positif et d'entraînement des autres États qui pourraient être inspirés par ce qu'on fait. Et peut-être en commun, on pourrait décider de règles communes. À défaut d'y arriver à 27, notamment avec l'Irlande et le Luxembourg, peut-être qu'on peut y arriver avec l'Italie, l'Espagne et d'autres États qui partageraient cet objectif. Et surtout, l'objectif final pour nous, c'est que
on déconstruit le modèle des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, aujourd'hui, vivent sur cette concurrence fiscale au niveau international. Et en coupant l'herbe ainsi sous le pied aux grandes entreprises multinationales, en leur disant même si vous délocalisez artificiellement vos bénéfices, on est capable de reconstruire l'activité que vous avez eue en France et de l'imposer à sa juste hauteur, alors les paradis fiscaux vont se retrouver le bec dans l'eau parce que c'est tout leur modèle économique qui sera ainsi remis en cause par ces mesures unilatérales qu'on aurait mises en œuvre. Voilà en gros le cœur de la proposition que l'on fait et qui est une proposition nouvelle, puisqu'elle n'était pas en effet dans l'avenir en commun en 2017. C'est le fruit de réflexion, de l'évolution du contexte, du débat politique et puis aussi des sommes colossales qu'on a perdues. Comme je l'ai fait, c'était une explication longue et peut-être complexe et j'espère peut-être faire naître des vocations sur la justice fiscale parce que moi je pense que personnellement c'est le nerf de la guerre pour réduire les inégalités. Mais s'il fallait le résumer assez simplement, y compris pour convaincre des gens qu'on peut agir contre l'évasion fiscale, la proposition est aussi simple que de dire qu'aujourd'hui, on n'a jamais rien essayé de manière unilatérale contre les entreprises qui ne payent pas leur juste part d'impôts. Et nous, on propose de calculer leur activité économique réelle et de récupérer ce qu'elles ne payent pas dans les paradis fiscaux. Et nous, on le récupère. Et croyez-moi que je pense que ça peut inspirer d'autres États à récupérer et de ce cercle vicieux dans lequel nous sommes, qui profite aux paradis fiscaux et aux grandes entreprises, on peut passer à un cercle vertueux pour enfin donner corps à cette fausse promesse à la fois de Nicolas Sarkozy, puis plus récemment de Bruno Le Maire, de mettre fin à l'ère des paradis fiscaux parce que je sais pas vous, moi ça fait longtemps que je l'entends, mais peu de temps que je le vois se faire en pratique. Voilà en gros. Merci beaucoup Manon. Donc tu as présenté justement notre solution, tu as évoqué aussi la bataille qu'il y avait sur le taux et pourquoi c'était important d'avoir un taux suffisamment élevé et de ne pas se contenter de 15%. Donc je vais justement laisser la parole à Mona Baraké qui va pouvoir nous présenter son étude sur laquelle vous avez justement évalué les différences de recettes selon les taux. Vous avez même fait un simulateur, donc vous pourrez peut-être redonner le site, mais en ligne en fait il y a un simulateur où on peut faire son propre scénario de réforme et voir combien ça rapporterait. Donc voilà, je vous laisse présenter ça. Merci. Je suis ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour vous donner plus de détails sur l'impôt universel. Donc, en fait, comme l'a évoqué Manon, cet impôt, donc je vais revenir un peu sur le mécanisme de comment cet impôt marche. En fait, l'impôt minimal impose sur ces multinationales de payer un minimum de 15% partout où ils ont une filiale, dans n'importe quel pays où ils se trouvent. Si on prend une multinationale française, par exemple, ça veut dire que, disons, une filiale d'une multinationale française en Allemagne, si cette multinationale elle a un taux d'imposition effectif qui est de 15%, cette multinationale ne paye rien à l'État français. Par contre, si cette multinationale française elle a une filiale au Luxembourg, où elle paye par exemple 10% de taux effectif, elle doit verser à l'État français la différence jusqu'à arriver à 15%. Donc si c'est 10, 15 moins 10, 5%, elle doit verser 5% de ses profits à l'État français. Maintenant, avec ce taux minimum, ça va rapporter à l'Union européenne à peu près 48 milliards d'euros, ce qui représente 15% des recettes fiscales payées par les entreprises en Europe. Ça va rapporter à la France seulement 4 milliards d'euros, ce qui représente à peu près 8% des recettes fiscales payées par les entreprises en France. Donc, ce n'est pas grand-chose pour la France. Par contre, si ce taux passe à 21%, par exemple, ça va rapporter à l'Union européenne, au lieu de 48 milliards d'euros, ça va rapporter 98 milliards, donc ça va doubler. Pour la France, ça va rapporter au lieu de 4, 16 milliards, donc aussi ça va doubler. Et plus on monte de taux, donc si ça passe à 25%, 30% de taux minimum, ça va encore générer plus de revenus. Maintenant, il y a aussi un détail important avec cette proposition d'impôt minimal. C'est quelque chose qui est appelé les carve-outs. C'est quoi un carve-out? C'est en fait des sommes que les multinationales pourront retrancher de leurs profits avant de payer cet impôt minimal.
Donc, par exemple, la multinationale, elle a une filiale dans un pays X, elle va pouvoir retrancher un pourcentage de ses actifs corporels et un pourcentage aussi du montant de la compensation de ses employés. Ce pourcentage n'est pas encore fixé. Dans les récentes publications, c'est entre 5 et 7%, 5 et 7,5%. Mais ça va causer, donc puisqu'on va retrancher ces sommes des actifs corporels et la compensation des employés au profit, donc ces 15% d'impôts minimum vont taxer un montant qui est encore plus petit des profits de la multinationale. Juste pour préciser, les actifs corporels, c'est par exemple le fait de détenir une usine, tout ce qui sert à produire effectivement et que vous pouvez localiser aussi dans d'autres États. Oui. Pardon pour la précision, mais juste pour être sûr que tout le monde peut suivre. Oui. Et du coup, ça va baisser pour, par exemple, l'Union européenne. Donc, nos estimations qui étaient à 48 milliards d'euros, ça va baisser jusqu'à 41. Donc, ça va baisser de 15%. Et ça, c'est un problème. Pourquoi ils l'ont proposé? C'est pour, en fait, faire une différence entre là où il y a de l'activité économique réelle, là où vraiment il y a les actifs, les employés, tout ça, et là où il y a seulement de l'évasion fiscale, là où il n'y a pas d'activité économique réelle. Mais le problème, c'est que ça va diminuer les revenus que les multinationales, que les États peuvent chercher de ces multinationales. Un autre problème qui se pose, c'est que ça incite aussi les multinationales à déplacer leurs actifs et leurs employés dans des pays qui sont soit des paradis fiscaux, soit des pays à des qui ont des bas taux d'imposition, où ils pourront bénéficier de ces montants qu'ils peuvent retrancher. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc, l'impôt minimal, bien sûr, c'est une bonne étape, mais il faut faire attention à quelques paramètres qui pourront réduire les montants dont les États peuvent collecter de ces multinationales. Merci. Merci beaucoup du coup Mona pour ces précisions et ouais c'était important parce que c'est vrai que Manon tu disais que le diable se situe dans les détails et donc notamment sur le taux mais il se situe aussi justement nous on se bat pour le taux effectif parce que sur toutes les possibilités qui permettent même avec un taux qui pourrait potentiellement augmenter mais en fait de toujours échapper à cet impôt et donc c'était important d'avoir cette précision technique. Maintenant, je vais laisser la parole à Émilie Cariou. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes pour nous. Bon, il y a cette histoire de détails, justement. Je crois que vous vouliez revenir un peu sur vos combats contre les niches fiscales. Parce que voilà, en France, c'est pareil, on affiche un taux effectif qui n'arrête pas de baisser et qui va baisser à 25%. Mais le problème en plus, c'est que derrière ça, il y a tellement de niches fiscales, certaines qui peuvent se justifier, mais beaucoup qui ne sont pas forcément justifiées et qui profitent seulement aux très grosses entreprises, que en fait, les très grosses entreprises ne payent pas ces 25% d'impôts. Je crois que vous vouliez revenir aussi un peu sur votre combat réussi sur le verrou de Bercy. Donc Manon l'a évoqué rapidement. Et je pense un truc très intéressant pour nous aussi, c'est la question que Manon évoquait sur le consensus politique, en fait, sur pourquoi on ne le fait pas. On pourrait se dire, finalement, cette question, ça pourrait dépasser les clivages politiques parce que tout le monde aurait intérêt, finalement, même Macron, ok, il pourrait protéger les riches en France en supprimant l'ISF, mais même lui aurait intérêt à taxer, par exemple, Amazon pour avoir plus d'argent dans les caisses de l'État. Et donc, finalement, pour nous, c'est intéressant d'avoir votre point de vue de l'intérieur sur pourquoi la majorité n'avance pas sur ces questions. Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Boris. Donc, merci à tous, bonjour à tous et merci à la France Insoumise d'ouvrir ces débats aux différents partis politiques. Alors Manon et moi, effectivement, on se connaît depuis quelques années et non pas parce qu'elle m'avait harcelée, mais parce que j'étais en charge d'une mission d'information sur le verrou de Bercy. Dont je vais vous parler tout à l'heure, émission d'information dont Éric Coquerel d'ailleurs était membre et avec qui on avait bien travaillé à l'époque. Donc moi, pour vous resituer, en fait, j'ai vérifié des multinationales pendant à peu près 14 ans de ma vie. J'ai travaillé dans la fiscalité internationale, j'ai travaillé dans la banque, assurance, industrie.
et au fil, donc en tant que vérificatrice fiscale, puis chef d'un service de vérificateur, puis chef d'une section de législation à Bercy. Et donc, au fil de ces années-là, donc j'ai commencé à travailler effectivement en 98. Et à la fin des années 2000, moi et d'autres dans l'administration fiscale faisions le constat de l'érosion des bases fiscales, ce qu'a appelé l'OCDE plus tard l'érosion et le glissement des bases fiscales des très grandes entreprises. Donc moi, je travaillais sur les multinationales, hein, plus que sur les gros patrimoines des personnes physiques. Et donc, ce qu'a dit Manon est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'une série de mécanismes existent aujourd'hui, permettent aux grandes entreprises, et pas uniquement les multinationales américaines que tu as citées, mais nos grandes entreprises françaises également, de ne pas payer l'impôt sur les sociétés à la juste valeur, au juste niveau en France. Alors, plusieurs mécanismes qui relèvent soit de l'empilement des conventions, de l'imbrication des conventions fiscales qui sont conclues entre les États, qui font qu'il y a aujourd'hui des trous dans la raquette, et que ces conventions, et même l'OCDE, on a fait le constat, et l'OCDE n'est pas un club de dangereux bolcheviques, le constat que ces conventions qui avaient été écrites à la base pour éviter les doubles impositions menaient à des doubles non-impositions d'un certain nombre de produits, notamment des produits financiers. Et puis, un certain nombre de mécanismes qui font que l'économie s'est mondialisée. Les groupes disposent aujourd'hui de filiales partout dans le monde, que les transferts financiers ont été facilités aussi par la numérisation de l'économie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut très facilement ouvrir un compte bancaire n'importe où dans le monde, délocaliser de l'argent très rapidement. Et tout ça fait que les groupes ont eu des facilités pour se facturer des prestations au sein de leur groupe à des prix qui ne sont pas forcément les prix de marché, qui ne représentent rien, localisent les emprunts financiers là où ils ont le plus intérêt à localiser de la charge financière, notamment la France qui autorise la déduction des intérêts d'emprunt, par exemple, ce qui fait que la France, à la fin des années 2000, était le pays où tous les grands groupes logeaient leur restructuration sous forme de LBO. Le LBO, c'est un processus financier qui fait que vous surendettez l'entreprise qui est l'objet même du rachat qui est fait. Et c'est elle qui, après, doit cracher du dividende pour rembourser la dette de son propre rachat par un actionnaire extérieur. Donc moi, j'ai pu constater ça de l'intérieur dans les contrôles fiscaux. Pendant plusieurs années, à l'époque, d'ailleurs, j'avais travaillé avec le collectif anti-LBO de la CGT, qui était très actif. Le LBO a été rendu moins attractif en France suite à la crise financière. Mais à l'époque, c'était un dispositif qui était très, très utilisé. Toutes ces empilements, donc le fait de se facturer, de se surfacturer des prestations, de sous-facturer des prestations au sein d'un groupe, c'est ce qu'on appelle les problématiques de prix de transfert. Tous ces dispositifs-là sont régis par des réglementations OCDE. Et c'est vrai qu'à partir de 2012, moi je me suis retrouvée dans les cabinets ministériels, donc j'ai travaillé sur le programme de démondialisation d'Arnaud Montebourg en 2011-2012. Et donc on a évidemment été beaucoup plus actifs à l'OCDE, puisque je me souviens moi aussi des déclarations de Sarkozy qui disaient voilà, les paradis fiscaux c'est fini. En fait, à l'époque, on a transformé la notion même de paradis fiscal en une définition liée aux États tiers non coopératifs, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de paradis fiscaux, mais d'États tiers non coopératifs, c'est-à-dire ceux qui ne coopèrent pas d'administration en administration. J'aime autant vous dire que ça ne tient pas compte des taux d'imposition réalisés dans ces États. Donc en fait, certains paradis fiscaux sont sortis des listes des paradis fiscaux parce qu'ils étaient coopératifs. Et pour être coopératif, en fait, si vous coopérez entre paradis fiscaux, ça suffit. Et donc, à l'époque de Sarko, je me souviens, on avait 6 États sur la liste des paradis fiscaux, ce qui était vraiment complètement ridicule. C'est pas beaucoup mieux maintenant, et parce que cette notion d'État tiers non coopératif, elle ne veut rien dire. Donc, à l'époque, la France a quand même décidé d'agir sur la fiscalité internationale. Donc, dans le cadre de l'OCDE, puis à l'Union européenne. Alors, étrangement, à l'époque de la commission Juncker, c'est là quand même que l'Union européenne se saisit de ce sujet-là. Juncker, je vous le rappelle, qui avait été Premier ministre luxembourgeois, ministre des Finances luxembourgeois, État qui avait industrialisé ce qu'on appelle le rescrit fiscal, qui est l'autorisation finalement d'avoir un taux de prélèvement particulier au Luxembourg, une modalité de calcul privilégiée pour une entreprise. Et Juncker avait permis l'industrialisation du rescrit fiscal au Luxembourg. Alors, cela étant, aujourd'hui, on en est où? Donc là,
Manon et Mona vous ont expliqué où on en est sur les sujets de fiscalité internationale. Donc il y a pas mal de choses qui ont quand même avancé dans les directives communautaires. Jusqu'à présent, l'impôt sur les sociétés n'était pas régi par les directives communautaires. Aujourd'hui, on en a 13 ou 14 qui ont été adoptées ces dernières années sur le transfert des bénéfices financiers, sur notamment l'encadrement, la transparence bancaire. Tout ça œuvre effectivement à lutter contre l'optimisation fiscale. L'OCDE travaille aujourd'hui sur le taux d'impôt sur les sociétés. On l'a vu, on a abouti à 15. Bien évidemment qu'il aurait mieux valu aboutir à 21. 15, ça suffit pas, et même ça peut avoir un contre-effet finalement d'inciter certains États à baisser leur taux d'imposition et certaines entreprises à aller dans des États où aujourd'hui elles n'ont pas localisé leur activité pour se mettre à 15. Aujourd'hui, en 2022, la France sera à 25%, à 10% d'écart. C'est encore intéressant d'aller s'installer dans un État. À 21, ça l'était quand même beaucoup moins. Et effectivement, moi je pense que 25%, c'est un taux qui est le bon taux, puisque c'est un taux moyen effectif d'imposition qui existe aujourd'hui. Alors, à l'OCDE, si déjà on arrive à aboutir, à avancer là-dessus, ce sera bien. Ce que nous disent les autorités françaises, c'est que c'est un premier pas, que bien évidemment, mais bon, le premier pas, on aurait préféré qu'il soit directement au-dessus de 20%, parce que les négociations, là c'est 8 ans de négociations pour aboutir à ça. Donc ça veut dire qu'après, si on veut passer une marche supplémentaire, c'est encore des années et des années. Donc il y a beaucoup d'autres sujets à pousser, en tous les cas, en dehors de ces négociations internationales. En franco-français, on peut faire un certain nombre de choses. Donc il y a des propositions qu'a exposé Manon. Donc moi, effectivement, j'ai œuvré sur la loi fraude. Alors ce qui s'est passé, c'est que dès le début du quinquennat Macron, la majorité a été fortement secouée sur le sujet du verrou de Bercy, qui était un dispositif qui existait depuis 100 ans, qui faisait qu'en France, seule l'administration fiscale, enfin le ministère du Budget, avait le droit d'ouvrir les plaintes pour fraude fiscale. Alors aujourd'hui, vous avez une administration fiscale qui fait du contrôle fiscal et vous avez la justice qui pousse les pénalités pénales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un dossier fiscal va au pénal, il a des pénalités fiscales et en plus, il peut avoir des condamnations pénales, financières ou autres, qui peuvent être des condamnations notamment sur les dirigeants, personnes physiques. Ce verrou existait depuis plus de 100 ans et était devenu une véritable anomalie qui était devenue cliente au moment de l'affaire Cahuzac, où là, le ministre du Budget aurait dû ouvrir la plainte contre lui-même. Donc à l'époque, il y avait une loi sur la fraude en 2013, suite au scandale Cahuzac, qui a permis la création du parquet national financier, qui est un objet qui fonctionne bien et qui monte en puissance et qui fait l'objet d'énormément d'attaques aujourd'hui, et je pense qu'il faut le soutenir très fort parce qu'il développe une compétence en matière financière et il travaille sur des sujets qui sont extrêmement complexes sur lesquels le juge de droit commun n'a pas le temps et le procureur n'a pas le temps de travailler. Et aujourd'hui, il est attaqué encore par Dupond-Moretti, je vous expliquerai comment, de manière très indirecte. Et donc, malgré tout, à l'époque de Hollande, on avait un petit peu changé les choses sur le verrou, mais très peu. Et donc on a monté une mission d'information en 2017. Elle a travaillé en 2018. Donc, de la France Insoumise. Donc, c'était une mission d'information multipartisane. On avait droite, gauche, et donc c'était Éric Coquerel qui représentait la France Insoumise à l'époque et qui me secouait beaucoup. Cela étant, à vrai dire, ça faisait 20 ans que je travaillais contre l'optimisation fiscale, donc il prêchait une convaincue. La solution qu'on a trouvée sur le verrou de Bercy, on l'a trouvée en allant voir ce qui se faisait ailleurs. Alors, il y avait un pays qui était pire que le nôtre en matière de verrou, c'était les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y avait un double verrou. C'est-à-dire que les dossiers qu'un procureur, par exemple, aurait trouvé dans le cadre de n'importe quel trafic sur de la fraude fiscale, devaient d'abord passer un verrou au ministère de la Justice, puis un verrou au ministère des Finances américain. Alors que chez nous, on avait uniquement le verrou du ministère des Finances. Et donc, on a trouvé une solution pour tenter de faire travailler en commun l'administration fiscale et la justice, sachant que les juges ne demandent pas à faire du contrôle fiscal. C'est pas leur métier, c'est extrêmement fastidieux. Il faut connaître la comptabilité privée, il faut savoir calculer un résultat de groupe, etc. Donc, il fallait trouver le moyen de faire travailler l'administration fiscale et la justice, comme ça se passe d'ailleurs dans beaucoup de pays qui nous entourent et qui ont été des modèles assez inspirants, comme en Allemagne ou en Angleterre. L'Italie, c'est encore autre chose. Eux, ils ont une justice fiscale qui est très pénalisée et qui est très liée aux affaires, notamment mafieuses, ce qui fait qu'ils ont une grande connotation pénale dans leurs dossiers fiscaux. On a trouvé donc une solution de transmission automatique au parquet d'un certain nombre de dossiers. Au-dessus donc on a mis des critères de montant et de
gravité des dossiers pour avoir une transmission automatique au parquet qui là décidera lui-même s'il veut aller poursuivre au pénal, en plus, tout ça c'est toujours en plus des pénalités fiscales, ou pas. Et donc là, on a redonné au parquet le pouvoir d'agir en tant que parquet, et c'est-à-dire qu'on a remis en état la séparation des pouvoirs, puisque tel que le verrou de Bercy fonctionnait, c'était une atteinte très grave finalement à la séparation des pouvoirs, où finalement l'administration fiscale était aussi procureur et jouait le rôle de la justice. Alors ça a été assez compliqué de faire passer cette réforme-là, pour plusieurs raisons, parce que l'administration fiscale ne voulait pas se dessaisir de son pouvoir. À vrai dire, on ne la dessaisit pas de son pouvoir de contrôle fiscal à l'issue de cette réforme, et tant mieux, puisque c'est eux qui ont l'expertise. Et puis, il y avait une grande défiance vis-à-vis de la justice. Et cette défiance, elle existe aussi de la part des hommes politiques. Beaucoup d'hommes politiques ont des affaires aujourd'hui en cours devant les juges et se méfient des juges. Je le dis, tous les hommes politiques qui étaient au jour du verrou de Bercy, sous le coup d'enquêtes préliminaires ou autres, sont venus me voir pour me demander de ne pas donner de pouvoir aux juges. Bien évidemment, je ne les ai pas écoutés, et la mission d'information non plus. Et d'ailleurs, les solutions qu'on a trouvées, elles ont été adoptées à l'unanimité des groupes politiques de cette mission d'information. Et ensuite, j'ai porté donc cette réforme dans le cadre de la loi fraude. Alors la loi fraude, elle mettait aussi à disposition d'autres outils de lutte contre la fraude, y compris dans l'univers numérique, sous les sujets de fraude TVA, etc., etc. C'est une loi qui est assez riche. Et cette loi, elle a été aussi votée à l'unanimité, donc c'est un vrai progrès. Alors cela étant, je ne peux pas dire que la majorité du côté parlementaire, on a été assez soudés et tout le monde voulait faire évoluer ce sujet du verrou. En revanche, au gouvernement, à Bercy, c'était une autre histoire. Je pense que par rapport à la question que tu posais, Boris, sur pourquoi est-ce que, alors que tout le monde dit qu'il veut lutter contre l'optimisation fiscale, on a autant de résistance dès qu'on veut faire avancer des choses. Je pense que dans cet univers macroniste, la lutte contre l'optimisation fiscale est un signal anti-attractif. C'est contre l'attractivité de la France qu'ils veulent mettre en œuvre en France. Ce qui est, à vrai dire, un dévoiement total même de l'attractivité économique. Enfin, je veux dire, le fait qu'on considère que la concurrence fiscale soit un objet de concurrence, le fait que l'Union européenne ait dévoyé cette notion de concurrence du marché libre au sein de l'Union européenne, qu'on peut contester sur le fond quand on est contre une société capitaliste, mais en tous les cas, même quand on peut admettre un marché libre et ouvert, on ne peut pas admettre qu'on fasse de la concurrence sur la fiscalité et que les taux bas de fiscalité soient un objet même de concurrence au sein de l'Union européenne. Tout comme, évidemment, le dumping social est absolument scandaleux au sein de l'Europe. Or, aujourd'hui, on assiste à ça. On a un dévoiement de l'Union européenne, de ce marché unique qui est devenu un marché dans lequel on se fait concurrence sur des domaines comme la fiscalité ou comme les prélèvements sociaux. Ça a des conséquences très graves qu'a rappelé Manon. Les conséquences sur les budgets des États, ce sont des recettes fiscales qui manquent dans les budgets des États. Et ça va s'aggraver aujourd'hui avec les plans de relance et les milliards, les dizaines, voire les centaines de milliards que les États ont mis sur la table. Donc c'est pas neutre tout ça. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en franco-français, on a encore plein d'autres propositions en dehors de vos propositions, auxquelles je peux parfaitement souscrire. Parce que le problème, c'est que le sujet du taux minimal d'impôt sur les sociétés, ça ne suffira pas du tout à récupérer des recettes fiscales. Parce que l'impôt sur les sociétés se calcule d'une manière assez complexe. Et ça veut dire qu'il faut rentrer aussi dans le mécanisme de l'impôt sur les sociétés. Aujourd'hui, un des principaux mécanismes d'optimisation fiscale, c'est le régime des dividendes au sein des groupes. Ce qu'on appelle le régime entre mère-fille. C'est-à-dire la manière dont aujourd'hui les remontées de dividendes se font. Parce que ça, en fait, pourquoi les groupes aujourd'hui, ils ont intérêt à mettre leurs filiales en Chine, à Singapour, etc. Pour deux raisons. D'une part, parce qu'ils ne payent pas les salariés. Donc effectivement, ils ont localisé toutes leurs unités de production dans les pays à bas coûts sociaux. Et puis ensuite, parce que par des mécanismes de remontée de résultats, il est bien plus intéressant de remonter ces résultats par un dividende en France, en Allemagne ou en Angleterre que de réaliser directement un résultat. Parce que tous les bénéfices que vous allez faire dans ces pays-là, vous les remontez en dividende en France, en Allemagne,
aux Pays-Bas, et vous les déduisez de votre résultat fiscal. Et moi, c'est ce que j'avais appelé à l'époque de la campagne de Montebourg la prime à la délocalisation. C'est-à-dire que non seulement vous ne payez pas vos salariés, vous ne payez pas d'impôts dans ces pays-là, parce que le taux d'impôt est extrêmement faible, parce que les incorporels ne sont pas taxés, comme l'a dit Manon, parce que toute une série de produits ne sont pas taxés. Donc même quand ils ont des taux qui ne paraissent pas très bas, en fait, dans les faits, l'assiette, elle est quasiment à zéro. Donc ils ne payent pas d'impôts sur les sociétés dans ces États-là. Et les dividendes qui remontent dans nos têtes de groupe françaises, et là je ne vous parle pas de Google ou d'Amazon, je vous parle d'AXA, de la Société Générale, ou de tous les groupes français, ou Total, ces dividendes-là sont déduits en France, ils ne sont pas fiscalisés. Et c'est un des mécanismes principaux d'optimisation fiscale aujourd'hui. Tous les ans, depuis 4 ans maintenant, je dépose des amendements pour revoir ce régime des dividendes intra-groupes, qui était une mesure d'ailleurs qu'on avait portée pendant la campagne de Hollande, c'est vous dire, et Macron la connaît très bien, puisqu'à l'époque, on en a longuement discuté quand il était à l'époque à l'Élysée aux côtés de François Hollande. Ce sujet-là, il fait perdre énormément de recettes aux pays de l'Union européenne tout entière, parce que l'Union européenne rembourse trop d'impôts à des entreprises qui n'ont pas payé d'impôts. C'est-à-dire qu'on donne du cash à des entreprises pour qu'elles délocalisent à l'extérieur de l'Union européenne. Donc même quand on veut mener une politique industrielle digne de ce nom, c'est lamentable de faire ça parce qu'on pousse à la délocalisation. Et bon, il y a d'autres sujets sur lesquels on peut travailler en franco-français, comme notamment la niche copée. Alors tous les ans, je porte mes amendements sur la niche copée. La niche copée, c'est quoi ? C'est le fait qu'une entreprise qui détient les titres, les actions d'une autre entreprise, quand elle les cède, quand elle les vend, la plus-value, c'est-à-dire l'enrichissement qu'elle se fait, est déduite de son résultat, donc n'est pas imposée. Et ça a été adopté en 2009 et c'est entré pleinement en vigueur à l'époque de Nicolas Sarkozy. Non, ça avait été adopté en 2007 et c'est entré en vigueur en 2009 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pour vous donner une idée, vous parlez de niche fiscale, cette niche, c'est passé par amendement parlementaire, cette mesure-là. Elle avait été chiffrée à une perte de 200 millions d'euros d'impôts par an. En 2 ans, on avait perdu 22 milliards d'euros. 22 milliards d'euros qui ont été définitivement perdus pour les caisses de l'État parce que les entreprises se sont auto-cédées les titres entre elles et ont dégagé, ce qu'on appelle dégager les plus-values latentes. Voilà. Ça fait partie des mesures sur lesquelles je porte des amendements depuis des années sur la niche copée, qu'on arrête de défiscaliser les plus-values sur les ventes de titres. Vous voyez, tout ça, ce sont des dispositifs qu'on peut adopter en franco-français et qui rapportent, mais la niche copée aujourd'hui, c'est 8 milliards d'euros par an, à peu près 7-8 milliards. Le régime Murphy, c'est entre 20 et 24 milliards. Alors maintenant, vous les avez même plus chiffrés dans les annexes budgétaires, puisqu'ils les ont sortis des niches fiscales, alors que ce sont de réelles niches fiscales. Ce qui veut dire que même si vous les retravaillez un peu en finesse, vous pouvez largement récupérer la moitié de toutes ces sommes dans le budget de l'État. Bon, après, il y a un certain nombre de dispositifs. Par exemple, moi, j'avais réussi à fiscaliser sous Hollande à l'époque, quand j'étais en cabinet, une partie des produits des sociétés d'assurance, de ce qu'on appelle la réserve de capitalisation. En fait, les sociétés d'assurance en France, depuis plus de 70 ans, ont le droit de défiscaliser leur plus-value sur les ventes d'obligations. Et c'est ce qu'on appelle la réserve de capitalisation. Donc on en avait récupéré un petit peu sous Hollande, cette réserve de capitalisation, et même un petit peu sous Sarko, qui finalement, en 2010, avait besoin d'argent dans les caisses de l'État. Et il en reste encore, voilà, cette réserve, il reste encore toute une partie qui n'est pas fiscalisée. Donc moi, depuis 1 an, là, avec la crise financière, enfin la crise économique, la crise sanitaire, le fait qu'on ait dû actionner du fonds de solidarité, alors qu'au même moment, nos sociétés d'assurance engrangeaient des profits phénoménaux, notamment sur l'assurance automobile, j'ai essayé de faire en sorte qu'on fiscalise cette réserve de capitalisation qui est toujours là. Évidemment, c'est niette. Alors pourquoi c'est niette ? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire avancer ces sujets-là sur les sujets d'optimisation, sur les plus-values, sur les dividendes ? Parce que je pense que profondément, que ce soit le président de la République, Emmanuel Macron, ou Bruno Le Maire, et là-dessus ils sont parfaitement alignés, et Édouard Philippe était sur la même ligne, largement, c'est qu'ils portent une vision financiarisée de l'économie. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas une vision, ils ne cherchent pas à créer de l'économie réelle dans notre pays. Ils cherchent à créer de la bulle financière, à faire en sorte que l'investisseur vienne. Mais l'investisseur, quand il vient, et surtout quand il vient de l'étranger, il ne vient pas pour les beaux yeux de la France, il n'en a rien à faire de maintenir des salariés dans notre pays. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de sites industriels
et ça date pas d'aujourd'hui, où des investisseurs étrangers sont venus investir, laissent se périmer l'outil de production, puis à la fin on vend, on dit ah ben non, il est plus aux normes, il est plus assez productif, et ce faisant, ben, ils ont tué quelques concurrents dans le monde, et notamment leurs concurrents français. Donc moi je pense que cette vision financiarisée, faire venir des investisseurs à tout prix en France, c'est pas la bonne vision des choses. Il faut pousser une vision beaucoup plus concrète de l'économie, une réindustrialisation du pays et qui se fasse aussi dans des conditions de transition écologique que je pense la France peut parfaitement pousser. Moi, quand je vois aujourd'hui, je suis très inquiète parce que je vois ce matin dans la presse que Engie, qui est quand même une boîte à capitaux publics, qui est un de nos 2 gros énergéticiens français, vend Endel, qui est une filiale qui fait de la maintenance nucléaire dans les centrales nucléaires, à un moment où nous allons avoir des travaux phénoménaux à faire dans toutes nos centrales nucléaires, qu'on va la vendre à perte, selon la dépêche de presse, c'est-à-dire que l'État donne de l'argent à un investisseur privé pour qu'il nous reprenne une entreprise qui est la seule à avoir cette technicité dans le nucléaire, qui a œuvré à toutes les constructions de nos cœurs nucléaires en France, et que c'est cette entreprise-là qui devrait être chargée de la prolongation des centrales, du démantèlement des centrales, et qu'on est en train de la vendre à quelqu'un qui va la racheter à 0 €. Moi, je suis sûre que cette personne-là, j'ai rien contre cet investisseur en l'occurrence, il est localisé en France, ce qui est déjà pas mal. Je suis sûre que dans 2 ans, il la revend et qu'avec la niche Copé, il paiera 0% d'impôt. Et c'est ça qui va se passer sur Endel. Donc ça, c'est une politique économique sans aucune vision stratégique industrielle. Ça n'est pas une stratégie pour notre pays et ça n'est en aucun cas la vision que nous, Nouveaux démocrates, on porte. Alors vous me demandez pourquoi je suis partie, ça fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles je suis partie. La réforme des retraites en était une autre, mais c'est pas l'objet de ce débat. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tous les cas, aux Nouveaux démocrates, on est en profond désaccord avec cette vision financière de l'économie, qui est une vision néolibérale, qui est même très... je dirais, là-dessus, elle est parfaitement has-been, quoi. C'est-à-dire que même dans les pays libéraux, c'est une vision qui était portée au début des années 2000, et je ne comprends pas que la France porte encore ça. Je veux dire, même Trump, il était même plus sur cette vision-là. C'est quand même hallucinant. Enfin, je veux dire, alors pourquoi il était plus sur cette vision-là? Parce que ça crée du chômage de masse, que ça crée de l'appauvrissement des salariés dans nos États, et que c'est pas comme ça qu'on fait progresser un pays, et qu'en tous les cas, c'est pas la vision qu'on a. Mais je dirais que la vision qu'on a de faire avancer toute la société tout entière, c'est sûrement pas celle qu'effectivement a développé Emmanuel Macron ces dernières années. Merci beaucoup, du coup, Émilie Cariou, pour cette intervention. Et c'est vrai que c'était super intéressant pour nous de voir comment ça se passe en interne. Et je dirais que c'est encore plus énervant de se dire, parce que voilà, France Insoumise aussi a apporté beaucoup d'amendements sur les niches fiscales. Bon, à la limite, nous, ils votaient toujours contre quoi qu'on propose, donc on n'était même plus étonnés. Mais c'est vrai que de se dire que même au sein de leur groupe, il y avait des députés comme vous qui proposent des amendements clés en main. Voilà, il suffisait de les voter en fait et immédiatement récupérer des milliards pour la France, pour construire des écoles, pour les hôpitaux dont on aurait eu bien besoin en ce moment. Et donc c'est vrai que c'est encore plus énervant de se dire que même comme ça, c'est pas passé. On va bientôt passer aux questions du public. Je sais pas, Manon, comme tu as parlé en premier, si tu voulais réagir éventuellement, ou Mona, si tu avais quelque chose à ajouter, ou si on passe directement aux questions du public. J'avais juste un mot rapide pour compléter ce que disait Émilie, pour bien connaître ces fameuses annexes budgétaires qui sont obligatoires en théorie quand ils introduisent une nouvelle niche, ils doivent évaluer combien ça doit coûter. Et ce qui est frappant et manifeste, à chaque fois, ils évaluent un coût et derrière, ça coûte beaucoup plus cher parce que les mécanismes sont exploités. Et à vrai dire, je pense que c'est immoral, mais c'est logique du point de vue d'une entreprise de chercher à accumuler les bénéfices. Et soit c'est naïf de penser que ces mécanismes ne vont pas être exploités, soit c'est une complaisance manifeste vis-à-vis, et la niche Copé est un bon exemple, mais il y en aurait plein d'autres qu'on peut utiliser, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité française, elle est hyper complexe, elle n'est pas démocratique, on n'en discute pas, c'est un truc hyper technique. À la base, si vous voyez l'intitulé de la conférence, vous allez dire c'est chiant, quoi. Alors que c'est le cœur du nerf de la guerre si on veut avoir l'argent pour mener des politiques écologiques, sociales, davantage égalitaires. Et c'est vrai que le fait que de gouvernement en gouvernement, on ne soit pas capable de se dire en fait,
ces niches, elles vont être exploitées. Derrière, ça va coûter plus cher à la France. C'est quand même assez frappant. Et je dois dire qu'en la matière, il y a une certaine forme de constance de gouvernement en gouvernement. En tout cas, moi, depuis que je travaille sur ces questions, ayant connu au moins 2 majorités différentes, enfin 3 si on compte le fait que Macron soit ni de droite ni de gauche, on ne sait pas trop où il est. Bon, moi je pense qu'il est plutôt de droite au moins sur ces questions, mais voilà. Même sur les autres, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même une constance à travers toutes les majorités parlementaires qu'on a eues. Voilà, c'était juste un mini point, mais je te laisse ouvrir aux questions. Alors, c'est très important ce sujet de recettes fiscales parce que, donc là, je vous l'ai dit, on a déversé des milliards et des milliards d'euros sur les entreprises. Alors, sur les entreprises, parce qu'il y a eu un refus idéologique quasi constant de la part de l'exécutif de faire des aides directes aux ménages, de faire des aides directes aux étudiants, hein, malgré les myriades d'amendements qu'on a portés avec tous les partis de gauche. Et donc, aujourd'hui, on a une dette énorme. Alors là, j'ai vu que tous les représentants de la majorité sont allés aux universités d'été du MEDEF, voilà, ils vont pérorer en disant, voilà, on a sauvé l'économie. On a sauvé l'économie, alors certes, mais à quel prix et surtout, ce qui va se passer par la suite. Or, le refus idéologique d'aller chercher de la recette fiscale sur les produits financiers, sur les plus-values, sur les dividendes, sur la contribution sur les très hauts revenus qu'on pourrait augmenter, et là, qui frappe les revenus des personnes physiques. Moi, sur l'ISF, ce que je porte, c'est de réintroduire ce qu'ils n'auraient pas dû, d'ailleurs, enlever. C'était le premier clash avec la majorité. C'était sur l'ISF où Macron avait dit on va défiscaliser les produits, l'investissement dans les produits, dans l'économie productive, donc c'est-à-dire dans les actions et les titres. Or, de fait, cette mesure ISF, elle a défiscalisé bien plus large puisqu'elle a défiscalisé les comptes bancaires, les comptes d'assurance vie, les lingots d'or, etc. Ne serait-ce que ça, réintroduire dans un impôt sur le patrimoine tout ce qui est liquidité, tout ce qui n'est pas investi en actions, déjà ça rapporte des recettes fiscales. Voilà. Or, le refus idéologique d'aller récupérer de la recette fiscale là où il y en a, c'est-à-dire sur les produits financiers aujourd'hui. Parce qu'un produit financier, c'est un produit qui est réalisé, je veux dire, c'est du cash. On peut aller le récupérer, on ne dégrade pas l'activité de l'entreprise en allant chercher un produit financier. Ben, ça va avoir des répercussions extrêmement graves en 2022. Parce que là, le projet qu'ils vont nous porter en 2022, ça va être aller chercher de l'argent, bien évidemment, sur l'assurance chômage, sur l'habitat social et, encore une fois, sur les dépenses de santé, ce qui est quand même surréaliste, avec la Cour des comptes qui nous a quand même pondu un rapport en juillet, disant que l'ONDAM avait trop augmenté. Les dépenses d'ONDAM, c'est les dépenses d'assurance maladie, avaient trop augmenté en 2020. Alors, quand on regarde ce qui a augmenté, c'est l'hôpital, les dépenses hospitalières, la médecine de ville, et les EHPAD. Alors, comment vous dire, en plein cœur d'une pandémie, évidemment que ces dépenses, elles augmentent et c'est bien normal. Or, si on ne va pas chercher de la recette fiscale, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va continuer à sabrer dans ces budgets-là. Et je pense que là, c'est absolument plus possible. D'ailleurs, ça a un effet de désintégration dans la société française qui sera extrêmement grave. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Mona, si tu voulais rajouter quelque chose ou si on passe aux questions du public. Juste pour dire que, vu tout ce qu'elles ont évoqué, c'est clair que l'impôt minimal doit être remonté de 15% parce que pour pouvoir financer la crise sanitaire au moins. Donc c'est mieux d'aller chercher des multinationales qui les cachent dans des pays à bas avec soit des paradis fiscaux, soit avec des taux d'imposition très bas. Je pense que ça sera vraiment important de se focaliser sur ce type de solution. Ok, merci beaucoup. Du coup, on va prendre les questions du public. Je vais passer dans les rangs. Vous pouvez lever la main. On va en prendre plusieurs, donc j'en vois une au premier rang déjà. Oui, bonjour. Donc, c'est par rapport au verrou de Bercy. Qui ça concernait exactement, le verrou de Bercy? Est-ce que c'était des très grosses entreprises, des ministres, des choses comme ça? Deuxième question sur le verrou de Bercy. A-t-il réellement sauté? J'ai pas l'impression. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il est toujours là. Ou est-ce qu'il a réellement sauté, ce verrou de Bercy? Troisième question, la fraude fiscale, l'évasion fiscale avait été évaluée par certains entre 80 et 100 milliards d'euros par an. Est-ce que vous avez à peu près une estimation?
Je crois que c'est Monsieur Bocquet qui avait fait un bouquin là-dessus, qui avait fait des choses, qui avait dénoncé des choses, un sénateur communiste. Je crois que ça avait été évalué entre 80 et 100 milliards. Donc voilà. Merci, on va prendre plusieurs questions et vous répondrez ensemble. C'est facile. Ah, j'en vois une là-bas. Bonjour, oui. Alors, voilà, moi, j'entends toutes ces mesures qui sont proposées pour être, pour créer une fiscalité plus redistributive. Mais je crois que le problème, il est surtout de donner les moyens que ces mesures soient appliquées aussi aux services. Moi, je viens de l'administration fiscale. Il ne faut pas oublier quand même que pendant des années, on a supprimé des postes dans l'administration fiscale. On a supprimé des formations initiales. On a embauché des gens sans concours. Donc, parallèlement, on a mis en place ce que Macron a appelé la société de confiance. C'est-à-dire qu'on donne a priori confiance aux entreprises, on dit a priori les entreprises sont honnêtes, ne trichent pas, et donc par conséquent on peut supprimer des emplois, on peut diminuer les formations. La fiscalité, c'est quelque chose de très complexe et qui a besoin, pour pouvoir être contrôlé, d'avoir des formations pointues dans beaucoup de domaines. Moi, j'ai exercé dans le contrôle informatique sur les comptabilités informatiques, dans l'expertise des comptabilités informatiques. Je peux vous dire qu'il y a eu des choses extraordinaires qu'on a découvertes et qu'on était, pour l'ensemble du territoire français, 15 agents à contrôler ces fraudes informatiques. Et donc, voilà, ça c'est une première chose. Deuxième chose, donc je pense qu'il faut militer pour renforcer l'administration fiscale. Ça, c'est indispensable. Renforcer la formation, donc ça, je viens de le dire. Et puis, ne pas laisser l'administration fiscale être démantelée. Parce que je crois que aujourd'hui, on est en train... Alors, tu parlais, Émilie, d'avoir rétabli la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, au sein de l'administration fiscale, on est en train de supprimer la séparation des pouvoirs, je veux dire, entre le... Je parle de l'ordonnateur et du payeur, quoi, enfin voilà, et je vais dire, ça, c'est quelque chose qui ouvre, notamment pour les collectivités locales, toute une possibilité de magouille, je veux dire, décentralisée dans toute la France, quoi. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas s'étonner que, à force de déshabiller la sécurité sociale, on va arriver à une catastrophe. Ben non, c'est leur projet, je veux dire. C'est leur projet de démanteler la sécurité sociale. Donc effectivement, toutes les mesures qu'ils mettent en place, elles vont conduire à ça, mais c'est volontaire. C'est pas une conséquence dont on doit s'étonner. Voilà, ça reste dans le projet politique. Donc voilà, moi je voudrais savoir si parallèlement à toutes ces propositions de loi, comment on fait pour pouvoir redonner du pouvoir à l'administration fiscale en termes de contrôle. Le système déclaratif en France, il est important, et je ne parle pas seulement de l'impôt sur les sociétés en plus, parce que l'impôt sur le revenu, c'est pareil, il y a le droit des successions, tout ça qui a été... le contrôle a été délégué pratiquement aux notaires sur les droits de succession quand même, hein. Je veux dire, c'est quand même un peu... Enfin, pas normal que c'est de la privatisation en fait. Le recouvrement aujourd'hui, on va payer la cantine des enfants au bureau de tabac. Le bureau de tabac enregistre les recettes avec un logiciel qui est le logiciel de la Française des Jeux quand même, qui reçoit une commission à chaque fois que quelqu'un paye une addition au bureau de tabac. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut absolument revoir et porter ça aussi dans notre programme. Merci. On avait une autre question devant. Bonjour, ça marche. J'ai deux questions. Une première question qui, je crois, qui est sur le bout des lèvres de tout le monde. Pourquoi est-ce que vous étiez à La République En Marche? Ça a l'air de correspondre beaucoup à votre discours. C'est à la fois une question boutade, mais aussi une question sérieuse. Est-ce que vous aviez un espoir qu'il y ait un consensus politique plus large sur cette question, que vous vous êtes rendu compte que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il y avait... Qu'est-ce qu'on fait pour le coup? Et l'autre question, c'est, vous avez évoqué un argument
qui est l'argument du gouvernement pour ne pas augmenter la fiscalité, qui est celui de l'attractivité de la France. Il me semble qu'il y a un autre argument qui me paraît, c'est vrai que cet argument me paraît très fort, mais il y a un argument qui me paraît plus fort, et j'aimerais bien avoir votre réaction sur ça, c'est le fait que si la France augmente de manière unilatérale certaines des taxes, il y a risque d'avoir d'autres États, notamment les États-Unis, qui sont les plus touchés par les GAFAM, qui vont en retour augmenter leurs taxes sur les vins, tous les produits français, ce qui va amener à avoir des répercussions en France, des mouvements bonnet rouge ou autres. Et ça, cet argument-là est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas de contrôle sur ce que fait les États-Unis ou pas. Biden, il est gentil, mais je ne crois pas qu'il soit encore la France insoumise, et je ne pense pas qu'il en soit proche. Et donc, quelles sont les mesures? Donc, ma question derrière ça, c'est quelles sont les mesures franco-françaises qu'on peut vraiment faire, sur lesquelles c'est facile, de toute façon, il n'y a pas de limite, pas de risque, et quelles sont les questions sur lesquelles c'est difficile d'avancer sans avoir plus d'unanimité d'autres pays qui seront avec nous? Ok, merci. On avait encore une question devant, mais éventuellement, si on peut alterner un homme et une femme, je ne sais pas si quelqu'un voulait poser une autre question. Ouais, du coup, c'est bon. Du coup, on va prendre cette question, on commencera à répondre, et ensuite, si on a le temps, on fera un deuxième tour de réponse. Oui, merci. Oui, ma question va être un peu simpliste. Dans la prolongée de notre ami de l'administration fiscale, moi, j'ai 70 ans. Combien de temps vous donnez pour mettre tout ça en application, et est-ce qu'en 2 ans, ça peut être réglé? Merci beaucoup pour toutes ces questions. Donc, on va faire un premier round de réponses. Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais peut-être commencer sur le verrou rapidement. Je viendrai après. Déjà, sur le verrou, il ne ciblait pas des personnes en particulier. En fait, le verrou, je me souviens, c'est Jean-Louis Bourlange, qui est député MoDem, qui faisait partie de la mission d'information. Il avait appelé ça la colonne de distillation de l'administration. C'est-à-dire qu'en fait, l'administration fiscale, elle fait un contrôle fiscal, et puis il y a un certain nombre de manquements frauduleux qui sont constatés. Ça monte à la direction du contrôle fiscal qui regarde si oui ou non on peut mener ce dossier au pénal pour plein de raisons, parce qu'en plus, la procédure pénale, elle n'est pas pareille que la procédure fiscale. On n'a pas les mêmes règles, notamment de durée de contrôle, etc., etc. Et puis, de service en service, le nombre de dossiers qui aboutissaient jusque tout en haut à la direction du contrôle fiscal à Bercy, il s'amenuisait tout au long de cette colonne de distillation administrative dans laquelle le ministre n'avait pas son droit de regard, à vrai dire. Et puis, d'ailleurs, à aucun moment, la mission n'a pu démontrer qu'un ministre ait mis son nez récemment, en tous les cas, dans des dossiers de contrôle fiscal. Je ne vous garantis pas que ça n'a pas été le cas dans le passé, mais en tous les cas, c'était déjà plus le cas à ce moment-là. Et notamment, moi, je me souviens qu'à l'époque de Sarkozy, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu l'histoire de l'affaire Bettencourt. Et il y avait eu une enquête de l'Inspection générale des finances qui avait dit à partir de maintenant, il faut supprimer la cellule fiscale auprès du ministre. Et moi, à l'époque, j'étais dans les services et je me souviens que la cellule fiscale avait été supprimée et que tous les dossiers étaient repartis dans l'administration. Donc à partir de là, les cabinets se sont fortement méfiés quand même de mettre leur nez directement dans les dossiers de contrôle fiscal. Et donc après, les dossiers, une fois qu'ils étaient passés devant la direction du contrôle fiscal, ils partaient devant la commission des infractions fiscales qui, elle, était composée de magistrats, de Conseil d'État, Cour des comptes, enfin plus des professionnels, et faisait une sélection des dossiers qui ensuite étaient transmis au parquet. Or, il s'est avéré que cette commission des infractions fiscales, finalement, tous les avocats fiscalistes connaissaient entre guillemets sa jurisprudence, parce qu'on ne peut pas vraiment nommer ça une jurisprudence, c'était une commission administrative paritaire, et que finalement, elle menait, au final, ne se retrouvait au pénal que des dossiers de pas très grande envergure, plutôt simples, genre chiffre d'affaires occulte, le resto du coin qui ne déclare pas, etc., etc. Et que les dossiers les plus complexes, notamment de prix de transfert, notamment de fiscalité internationale, eux ne se retrouvaient pas devant le procureur et le juge. Or, la réforme qu'on a faite, c'est une ouverture du verrou dans le sens où tout dossier dont les enjeux sont au-dessus de 100 000 euros, il faut se rendre compte qu'en termes de contrôle fiscal, 100 000 euros, c'est rien. Pour un particulier, c'est beaucoup. Pour une entreprise, c'est vraiment très petit par rapport aux enjeux qui sont contrôlés par l'administration fiscale aujourd'hui. Et donc, tous les dossiers au-dessus de 100 000 euros d'enjeux financiers et qui, en plus, sont assortis de pénalités, de manœuvres frauduleuses, sont transmis au parquet. C'est ça l'ouverture du verrou. Et par ailleurs, le procureur qui, lui, décide d'enquêter sur des effets de fraude fiscale
a un droit d'accès à toute l'information fiscale qui n'existait pas avant. Il a aussi le droit donc de transmettre le dossier à l'administration, ça il le faisait déjà, mais on a institué un retour, c'est-à-dire que l'administration fiscale a l'obligation de lui répondre sur les dossiers qu'il a transmis. Et pour finir, et c'est ce qui a été appliqué dans l'affaire Google et qui a permis le milliard d'euros de redressement, enfin de pénalités appliquées par le parquet, par une convention judiciaire d'intérêt public, c'est le fait que le parquet puisse aussi étendre la plainte sur d'autres objets que l'objet qui lui a été transmis par l'administration fiscale, puisque autrefois ce verrou il était tellement contraignant qu'un juge qui constatait les mêmes faits sur d'autres impôts et avec des effets sur d'autres impôts et sur d'autres années ne pouvait pas étendre la plainte. Donc tout ça fait que c'est quand même beaucoup de pouvoir en plus pour le parquet. Aussi, ça a permis de mettre au clair les relations entre l'administration fiscale et les parquets. Et les retours que j'ai de la base, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans l'administration fiscale, ils sont plutôt contents d'avoir un cadre légal qui leur permette de dialoguer avec les juges et vice-versa. Après, bien évidemment qu'on manque de moyens dans l'administration fiscale. Je l'ai dénoncé dans à peu près 4 rapports parlementaires. Il faut des moyens dans l'administration fiscale, dans la police financière. La police financière aujourd'hui est exsangue. Moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à bosser, c'était une gloire d'aller dans la police financière. Maintenant, ils veulent tous aller sur le terreau. Ils ne veulent plus aller sur le financier. Pourquoi ? Parce que c'est trop complexe, c'est trop long. Ils ne voient jamais l'aboutissement de leur dossier. Donc, les types ne veulent plus aller dans la police financière. Et la Cour des comptes l'a dénoncé. Donc, moi, je préconise qu'on fasse une filière de recrutement au moins momentanée pour recruter des policiers qui aient l'appétence d'aller sur les dossiers financiers, c'est-à-dire avec une formation soit financière, soit juridique très poussée. Voilà, et ça veut dire un concours spécifique. La police ne veut pas, le ministère de l'Intérieur ne veut pas, ils veulent des généralistes. Et nous, moi je leur dis, et je ne suis pas la seule, parce que j'avais travaillé avec Éric Diard sur le sujet, au moins spécialisons nos recrutements pendant un temps pour renforcer la police financière. Parce que le juge ou le procureur, une fois qu'ils sont saisis du dossier, ils ont besoin de refaire une enquête financière en dehors de celle de l'administration fiscale. Et puis bien évidemment, il faut renforcer les pouvoirs du juge. Alors là, je vous le dis, le parquet national financier, bien évidemment qu'il est attaqué par toute la droite de l'hémicycle, tous ceux qui défendent aujourd'hui le dossier Sarko, en gros, et puis par Dupond-Moretti, qui a réussi à faire passer dans la dernière réforme de la justice, il a en fait fait en sorte que les enquêtes préliminaires soient réduites à 2 ans. Alors pour les particuliers, on peut se dire finalement c'est pas mal qu'on ait des enquêtes préliminaires qui ne durent pas trop longtemps, qu'on ait accès réellement à une vraie procédure judiciaire dans laquelle on ait accès à son dossier, etc. Sauf que le parquet national financier, lui, ne travaille qu'en enquête préliminaire. C'est-à-dire que le parquet national financier, ce sont des procureurs qui travaillent. C'est avant la saisine d'un juge d'instruction. Et donc, aujourd'hui, toutes leurs enquêtes, elles durent plus de 2 ans. Parce qu'elles sont toutes complexes. Elles demandent très souvent des informations à l'international. Donc, en faisant ça, ils portent atteinte au parquet national financier. Mais cette loi, elle n'est pas encore finie de discuter. Elle est partie au Sénat, elle va revenir à l'Assemblée. Et j'essaie aujourd'hui de mobiliser mes collègues sénateurs sur ce sujet-là du PNF. Et pour finir, LREM, alors LREM, nulle part dans le programme de 2012, il était dit qu'il fallait, de 2017, pardon, il était dit, non, c'était pas lui, à l'époque j'étais plutôt avec Montebourg, il était dit en 2017 qu'on allait, qu'il voulait favoriser l'optimisation de la fraude fiscale, et d'ailleurs même le discours, il était inverse. Et d'ailleurs, par rapport à votre question, oui, effectivement, on peut se dire que si on augmente des taxes, on a des répercussions, des mesures de rétorsion dans les autres États. Mais là même, sans parler d'augmenter des taxes, il y a déjà rien que la lutte contre la fraude. Aucun État ne peut justifier la fraude fiscale. Parce que la fraude, ça veut dire que vous n'appliquez pas les règles de droit commun. Et ça, c'est vraiment une entaille au contrat, au pacte social, au contrat républicain. Alors pour des gens qui nous font des leçons de républicanisme exemplaire, etc., en permanence, s'il y a bien une atteinte à la République aujourd'hui en France, c'est bien la fraude fiscale. Et donc, je pense que ça ne peut pas être un argument. Alors, c'est vrai, Bruno Le Maire dit oui, regardez, on a eu des mesures de rétorsion sur le vin parce qu'on a mis notre taxe numérique, mais notre taxe numérique, elle est peanuts. Elle n'a jamais embêté ni Google, ni Amazon, ni aucun GAFA. C'était un pas, voilà, c'était quelque chose, mais en tous les cas, c'est pas ça. Donc, je pense que le risque là-dessus est limité, notamment quand on travaille au niveau de l'Union européenne, et c'est ce qu'il faut faire sur ces sujets d'optimisation fiscale. Il faut porter ces sujets le plus possible au niveau de l'Union européenne, avoir des règles harmonisées, et ce qui peut aussi prémunir contre ce genre de choses. Mais oui, très rapidement, je vous le confirme que j'ai eu des frottements très, très durs avec mon groupe parlementaire et le parti, mais qui m'avait quand même nommé responsable fiscal national. Tu veux que j'enchaîne directement ?
déjà, ça arrive à tout le monde de se tromper. Oui, c'est lui qui s'est trompé. Il s'est trompé en investissant. Oui, c'est peut-être une façon de voir les choses. Pour compléter sur les autres sujets, je vais commencer par la dernière question. Sur combien de temps? Parce que pour moi, c'est la plus simple. Peu de temps. Tout ce dont on a parlé aujourd'hui, il suffit. Il y a un outil en France pour décider de l'impôt, ça s'appelle le projet de loi de finances. Il y en a un chaque année. Bon, il y en a aussi des rectificatifs, mais il y en a un chaque année qui est discuté à l'automne. Donc là, vous allez discuter à l'Assemblée nationale celui de l'an prochain. Bon, il sera éphémère parce qu'on espère qu'on aura un autre président de la République l'an prochain qui, croyez-moi, pourra changer radicalement l'état des finances de notre pays. Mais à travers un projet de loi de finances, la quasi-totalité de ce qu'on a dit peut être introduit. Et donc peut être introduit, écrit, traduit dans le droit, mis en œuvre. Et ça va de l'impôt universel à la fin de la niche Copé. Tout ça, ça se fait vraiment dans un texte qui est le projet de loi de finances. Combien de temps ça va mettre à porter ses fruits? Forcément un peu plus de temps. Mais rassurez-vous, à l'âge de 70 ans, si en 2022, il y avait un changement politique que l'on souhaite, vous aurez tout le temps non seulement de voir l'application de ces mesures, mais d'en bénéficier des fruits parce que c'est des recettes fiscales qui, derrière, peuvent être réinvesties dans tout un tas de choses parmi lesquels on trouve les services publics, la protection sociale, etc. Donc, vous n'êtes absolument pas trop vieux pour connaître ça. Et je le dis pour toutes celles et tous ceux qui pourraient avoir un âge voisin. Et même si moi, à l'échelle de ma petite vie, à moi, j'ai l'impression d'avoir entendu bien trop souvent déjà que c'est la fin des paradis fiscaux, ce qu'on essaie aussi de vous prouver à travers cette session, c'est que les solutions, y compris d'un point de vue technique, et c'est pour ça qu'on a fait aussi ce travail de pédagogie technique aujourd'hui, on les a. Ce qu'il manque, c'est de la volonté politique, et on est là pour, j'espère, incarner cette volonté politique sur ces sujets, armés des meilleurs techniciens et spécialistes en la matière, parce que oui, c'est un sujet complexe, mais en même temps, pour lequel on a les solutions à la hauteur de la technicité et de la complexité de ces enjeux. Ça, c'était la note positive. Je vais la compléter par la question de madame sur les moyens donnés à l'administration fiscale. C'est vrai, on ne l'a pas mentionné ici parce qu'on s'est concentré sur les textes législatifs à changer dans le droit, mais il est évident que les moyens administratifs et les moyens dédiés à la fois au contrôle humain, informatique, etc., sont indispensables. J'ai plus les chiffres en tête et vous les connaissez certainement mieux que moi de la moyenne de suppression de postes dans l'administration fiscale ces dernières années. Il me semble que c'est quelques milliers par an. Et en effet, ça a des conséquences concrètes, tant du point de vue de l'enquête que du point de vue du redressement, et en particulier dans l'administration fiscale. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les syndicats, notamment Solidaire, qui est assez important dans l'administration fiscale, et merci à eux, qui font un travail justement de mobilisation sur ce sujet, et pour alerter, en fait, on ne viendra pas à bout de l'évasion fiscale si derrière on n'a pas des gens pour appliquer ces lois dont on vous parle depuis le début. Et que, dites-le y compris aux plus jeunes, ce n'est pas une tare de participer au redressement fiscal. Au contraire, c'est une fierté de faire en sorte qu'on soit tous égaux devant la loi. Et qu'aujourd'hui, il n'est pas normal qu'un Bernard Arnault, un Xavier Niel ou je ne sais qui d'autre puisse allègrement déplacer ses bénéfices ou ses fortunes dans les paradis fiscaux quand vous et moi, on paye modestement notre TVA ou notre impôt sur le revenu au quotidien. Et que cette valeur d'égalité, c'est l'incarner aussi à travers tout le travail qui est fait par l'administration fiscale pour poursuivre les fraudeurs. Et moi, une des raisons qui m'a animée aussi pour travailler sur ces sujets, c'est cette injustice et cette colère vis-à-vis de ce qu'on appelle la délinquance en col blanc. Et comme si, en fait, voler les caisses de l'État, aujourd'hui, c'était plus acceptable que voler je ne sais quoi d'autre. Et vous pouvez avoir des peines plus fortes parce que vous avez fait je ne sais pas quoi. D'ailleurs, vous avez manifesté avec des gilets jaunes, par exemple, qu'aujourd'hui, des beaucoup plus puissants qui ont volé les caisses de l'État. Et aujourd'hui, c'est un vol, en bande organisée d'ailleurs. Et il faut l'appeler un chat, c'est un vol. Et un voleur doit être condamné, qui plus est quand c'est de la fraude fiscale. Donc oui, les moyens à l'administration fiscale sont importants. Et oui, il faut revenir sur ce droit à l'erreur qui a été donné.
parce que ce droit à l'erreur aujourd'hui bénéficie précisément à ceux qui en ont les moyens, qui disent excusez-nous, comme un certain Cahuzac, j'avais oublié quelques milliards d'euros, quoi, ou quelques millions pour Cahuzac, mais bon, déjà beaucoup trop d'argent et tout ce que personne ne gagnera ici dans toute sa vie. Et enfin, un dernier élément de réponse sur le verrou de Bercy. Bon, c'est là où peut-être je vais avoir une petite divergence avec Émilie sur ce dont elle a parlé, qui est la convention générale d'intérêt judiciaire, la convention judiciaire d'intérêt public, pardon, qui porte assez mal son nom à mon sens, qui est la possibilité qui est offerte aux entreprises de négocier avec l'État la sanction financière. Bon, la logique de l'État, elle est très simple, c'est qu'il veut récupérer son argent assez rapidement, il est prêt à... Ouais, mais c'est qu'il est prêt aussi parce que souvent, il y a la condamnation en fiscal qui va avec. Bon, bref, je ne vais pas dans le détail. Je pense que tout dévoiement au système judiciaire n'est pas forcément la solution et qu'il faut réussir à rétablir un système judiciaire qui fonctionne pour la fraude fiscale qui a été ces dernières années très dysfonctionnelle, même s'il y a des progrès notables en la matière sur le verrou de Bercy. Et une dernière chose sur les montants. Monsieur, vous posiez la question des montants. Bon, c'est la question à des milliards d'euros, j'ai envie de dire. Par définition, c'est extrêmement difficile à évaluer. Le chiffre auquel vous faites référence, c'est en effet un chiffre du sénateur Bocquet, mais qui est aussi un chiffre qui est issu des travaux de Solidaire, qui ont extrapolé des estimations qu'ils ont faites à partir de leurs contrôles fiscaux et qui ont essayé d'estimer à la fois la fraude et l'évasion fiscale. La fraude étant l'illégal, l'évasion fiscale étant plutôt, en gros, on contourne la loi, on s'arrange avec la loi, mais on est plus ou moins dans les clous. C'est par définition extrêmement dur à le chiffrer. Moi, quand j'étais à Oxfam, on utilisait le chiffre de 40 à 60 milliards d'euros. Bon, c'est extrêmement dur. Ce qu'on sait, c'est que c'est beaucoup de milliards d'euros. Pour vous donner une idée, le budget de l'éducation nationale, je ne sais pas cette année, mais en gros, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros. Donc, voilà, pour vous donner une comparaison sur les montants dont on parle. Et pour revenir enfin, la boucle est bouclée à monsieur, oui, ces montants, on pourrait les récupérer. Alors, on ne va pas tous les récupérer en un an, mais en mettant en place les mesures dont on parle, oui, on est en capacité de récupérer l'argent qui est dans les paradis fiscaux. Et oui, on est enfin en capacité de rétablir un peu de justice devant l'impôt. Et je crois que ça fera vraiment pas de mal. Juste pour ajouter quelques petits éléments. Pour les moyens, pour l'administration fiscale, en termes de données, ce qui est bien, c'est que maintenant, ils ont une vision de ce que les multinationales françaises ont partout dans le monde. Grâce au reporting pays par pays. Donc, le fisc français connaît chaque multinationale, elle paye combien d'impôts dans chaque pays où elle est implantée, combien d'employés, combien de profits. Donc ça peut aider énormément le fisc à évaluer là où ces multinationales doivent payer encore plus. Et je reviens sur la question de monsieur. En fait, pour les taxes sur les GAFA, si je me rappelle bien, avec la proposition de l'OCDE, pilier 1 et pilier 2, donc le pilier 2, c'est l'impôt universel minimum, les taxes GAFA vont être supprimées. Donc, ils vont être remplacés par le pilier 1 et le pilier 2. Je ne sais pas, donc, on n'a pas fait d'estimation sur ce que ça va engendrer, mais je sais que ils vont être remplacés par cet impôt universel, les impôts sur les GAFA. Merci. Merci beaucoup. On a encore un tout petit peu de temps, donc on va pouvoir... à 15. Ouais. Ok, donc on a jusqu'à 10, donc on a encore 10 minutes, donc on va peut-être prendre juste une ou deux questions. Je sais qu'il y en avait une déjà, une autre qui... je vais vous passer le micro. Ah. Moi, c'est sur l'implémentation en fait de l'impôt universel. Les États-Unis font ça, ils s'appuient beaucoup sur le système bancaire à l'international. Comment est-ce que vous vous y prenez pour mettre en place ce système d'impôt universel,
si les premiers qui vont être impactés, c'est la SOG, c'est les banques elles-mêmes. Donc comment est-ce qu'on s'assure de leur coopération, sachant qu'elles vont elles-mêmes être impactées? Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, encore une fois, pour essayer de faire une alternance avec des femmes peut-être, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. On va reprendre une deuxième question. On peut noter qu'on a réussi à faire un panel, si on ne compte pas l'animateur, 100% féminin sur des questions économiques et fiscales. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Et ça fait longtemps que je travaille sur ces questions. Et Émilie peut en témoigner aussi, je pense. Pardon pour la parole. Ouais, oui, moi je voudrais sortir un petit peu du cadre franco-français, comme vous dites. Vous parliez d'un impôt universel européen. Alors, question très simple, comment vous allez faire pour convaincre l'Irlande, Luxembourg, Malte et compagnie, qui vivent justement de ce dumping fiscal, de se mettre au même niveau que les autres? Merci. J'avais vu une dernière question, si ça peut être très rapide, s'il vous plaît, au premier rang. Merci. Moi, c'est des questions beaucoup plus simples sur des points que j'ai pas compris. D'abord, sur le taux effectif d'imposition, j'ai pas compris comment ça jouerait sur les franchises. En quoi ça empêcherait, par exemple, l'exemple de McDo que vous avez pris en début de conférence, de déclarer leurs revenus sur un tel ou tel pays. Et ensuite, c'était pour savoir où en était le double verrou aux États-Unis que vous avez évoqué. Quelle était la situation? Merci. Merci. Je ne sais pas qui veut commencer. Ouais, je peux commencer rapidement. D'abord, la première question, c'était... Ouais, par là, ici. Voilà, ici. En fait, là, vous parlez de l'impôt universel qui existe aux États-Unis, mais uniquement sur les particuliers. Et donc forcément, oui, les États-Unis récupèrent les informations. Par ailleurs, nous aussi, on plaide pour une forme d'impôt universel sur les particuliers, mais c'est pas l'objet de la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Ils n'ont pas encore ce système d'impôt universel sur les entreprises, mais ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden l'a proposé. Et d'ailleurs, il l'a proposé avec un taux à 21%. Et par ailleurs, en fait, pour revenir à la question des entreprises, comme l'a dit très justement Mona, en fait, on a, et ce qui permet aussi de répondre un peu à votre question, on a les informations. L'administration fiscale a les informations. On sait aujourd'hui ce que Google, Amazon, Total, pour prendre des entreprises françaises, font en France et dans tous les autres pays. Malheureusement, ces informations ne sont pas publiques. Ça fait l'objet d'un autre combat qu'on mène depuis des années. Vous m'avez peut-être entendu gueuler il y a quelques mois, quelques semaines, pour dénoncer notamment le rôle qu'a joué la France et le MEDEF pour bloquer cette mesure très importante de transparence fiscale. Mais là, on a les données. Et donc, ce qui me fait lien avec cette question, comment ça marche concrètement? Mon McDo, en fait, toutes mes franchises françaises, on va arrêter de les considérer comme des entreprises complètement indépendantes. On va considérer l'entité McDonald's en tant que telle. On va savoir combien elle fait au Luxembourg. On va savoir combien elle fait en France et combien elle fait ailleurs, à la fois de bénéfices, mais aussi les autres indicateurs qui nous permettent de connaître l'activité économique réelle. Par exemple, le nombre d'employés. Par exemple, le volume du chiffre d'affaires, etc. Et en fait, sans entrer dans le détail, ça nous permet de calculer cette différence. Et cette différence, on va la taxer. On la calcule au niveau international. Et puis nous, on va dire, on reprend notre part, nous les Français, parce que cette part-là, elle nous revient. Elle est partie ailleurs. Et ben nous, unilatéralement, on la reprend. Et enfin, une question qui était sur comment faire pour convaincre les Européens. En fait, précisément, on est évidemment plus efficace si on le fait à 27. Ce qu'on propose, c'est faisable d'ores et déjà à l'échelon franco-français. Mais comme je le disais, moi, je suis convaincue que si on est capable de le mettre en œuvre, on va réussir à convaincre d'autres États. Et rien n'empêche aujourd'hui de faire ce qu'on appelle au niveau européen une coopération renforcée, c'est-à-dire qu'on peut, à quelques États, décider de mettre en place cette mesure et que ça peut faire un effet boule de neige. Et ça fera le lien très bien avec la prochaine conférence et le prochain débat qu'on aura avec Éric Piolle sur les questions européennes, sur justement comment on peut dépasser un certain nombre de blocages qu'on a au niveau européen. Et la question fiscale est un bon exemple puisqu'il faut l'unanimité des États membres. Donc en effet, si on veut faire quelque chose à 27, il faut l'accord de l'Irlande, Malte et de Luxembourg. Il y a fort à parier qu'on ne l'aura pas, mais rien ne nous empêche à quelques-uns de décider de le faire quand même. Je vais juste ajouter une petite parenthèse pour l'Irlande. Donc, en fait,
l'Irlande, ce qu'elle peut faire, c'est bloquer les multinationales françaises d'aller partout en Europe, de récupérer cette différence d'impôt, mais elle ne peut pas bloquer les multinationales, la France, le fisc français, de collecter cette différence d'impôt en dehors de l'Union européenne. Donc, si l'Irlande, ils acceptent de continuer avec cet impôt universel, le fisc français peut aussi collecter de l'Union européenne la différence des impôts. S'ils n'acceptent pas, le fisc français peut quand même récupérer ces montants, mais en dehors de l'Union européenne. En fait, il y a une différence entre l'impôt minimal, la version OCDE, et le projet qui est porté par la France insoumise. C'est-à-dire que la version OCDE fait en sorte que toutes les filiales d'un groupe ne peuvent pas être imposées à moins de 15%, et quand elles le sont, l'État du siège de la tête de groupe peut récupérer la différence. Ça, c'est la version OCDE. La version France Insoumise, c'est quelque chose qui va au-delà, qui recalcule le résultat groupe et qui va finalement, avec une clé de répartition en fonction de là où se situent les outils de production ou la force de vente, répartir ce résultat mondial sur les États. Donc vous voyez, c'est deux choses différentes. Dans le premier cas, ce que fait l'OCDE ne permettra pas de récupérer ce que doit Google à la France, parce que ce seront les États-Unis qui le récupéreront. Ça a quand même un effet sur la concurrence fiscale de faire ça, mais vous voyez bien que ce n'est pas suffisant pour récupérer l'impôt en France. Donc vous, la proposition que vous poussez, qui à mon sens n'est pas si simple que ça, parce que, encore une fois, il faut aller regarder comment est composé un résultat comptable et un résultat fiscal, mais bon, pourquoi pas? Je veux dire qu'on peut tout faire en matière de fiscalité. Aujourd'hui, la comptabilité, elle est déjà extrêmement complexe. Elle se calcule sur des résultats consolidés au niveau mondial. À une époque, existait un régime fiscal qui s'appelait le bénéfice mondial consolidé, qui permettait à une vingtaine de multinationales en France de calculer un résultat mondial et ils payaient un impôt mondial en France. Moi, j'ai vérifié ces entreprises-là. Ça se fait, c'est possible de le faire. Mais vous voyez bien que c'est un peu différent. Dans un cas, les bénéfices des groupes américains remonteront aux États-Unis parce qu'aujourd'hui, même les États-Unis ne voient pas l'argent de Google, d'Apple, d'Amazon, etc. au niveau fiscal. Dans l'autre cas, on répartit selon là où est créée la valeur dans tous les États. Donc, c'est deux projets différents qui me paraissent intéressants. Par rapport à le double verrou, voilà, vous me demandiez. En fait, donc en France, vous vous rendez bien compte que c'était au niveau du ministère du Budget que tout se décidait. Aux États-Unis, moi je suis allée aux États-Unis dans le cadre de cette mission d'information, j'ai été interrogée, le ministère des Finances, l'IRS, qui est l'équivalent de l'administration fiscale américaine, et puis le ministère de la Justice, et j'étais très étonnée de me rendre compte, dans un État fédéral comme les États-Unis, que les procureurs américains ne pouvaient pas ouvrir de plainte pour fraude fiscale. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est aujourd'hui encore complètement verrouillé. C'est-à-dire qu'un procureur américain, par exemple, s'il travaille sur un trafic de drogue, par exemple, qui veut en tirer les conséquences fiscales en termes pénals, il est obligé de transmettre au ministère de la Justice à Washington, qui lui-même va faire un filtre, va regarder si le dossier vaut le coup, etc., qui va le transmettre au ministère de la Justice, qui va le transmettre à l'IRS, et à la fin, vous avez un enquêteur spécial de l'IRS qui va se saisir du dossier, faire l'enquête fiscale, et retransmettre au juge pour pénalité. Ce qui fait qu'en fait, en France, on avait à peu près 1000 dossiers qui étaient portés au pénal au moment où j'ai fait cette mission d'information. Aux États-Unis, on en avait entre 3000 et 4000 par an sur tous les États-Unis. Vous voyez que c'était quand même pas énorme pour un pays grand comme les États-Unis, parce qu'ils avaient ce système de verrouillage, mais avec derrière des peines beaucoup plus fortes qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, vous n'aviez quasiment aucune, notamment peine d'incarcération, d'emprisonnement des dirigeants, alors qu'aux États-Unis, on était à une moyenne, il me semble, il faudrait que je relise mon rapport, je crois que c'était 48 mois en moyenne, ce qui était énorme, alors qu'en France, on avait que dalle, parce que chez nous, je crois que c'est 18 mois avec sursis. Donc vous n'avez quasiment personne qui fait de la prison pour fraude fiscale. Enfin, vous en avez un peu, mais très peu. Et généralement, c'est sur des sujets type carrousel, TVA, où là, vous avez des gens qui ont vraiment piqué dans les caisses de l'État en direct, qui ont détourné des recettes, quoi. Alors, du coup, j'aboutis sur la convention judiciaire d'intérêt public, c'est-à-dire qu'en fait, les peines françaises étaient tellement faibles. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez au jugement devant un juge
sur du fiscal, aujourd'hui, il y a tellement de raisons qui font que les juges ne condamnent pas, parce que ce sont des primo-infractions, que c'est la première fois que ces gens-là sont dans le processus judiciaire, etc., etc., que ça fait tellement longtemps que les faits se sont déroulés par rapport à la date de jugement, qu'entre-temps, les personnes sont rentrées dans le rang, etc., fait que le juge du siège, qui voit beaucoup d'autres choses qui lui paraissent plus graves, considère... Voilà, il y a eu les Balkany, bon, vous voyez, il n'est pas resté très longtemps. Donc, c'est ce qui m'a poussé, pas de gaieté de cœur, mais à ouvrir la convention judiciaire d'intérêt public, qui est un outil utilisé par le parquet pour prononcer des amendes pénales en plus du fiscal. Donc là, je m'insurge contre le fait de dire que ce serait de la négociation de pénalités fiscales. C'est faux. Les redressements fiscaux sont payés, les pénalités fiscales sont payées. Il s'agit d'une amende au pénal qui est prononcée par le procureur au lieu de passer devant un jugement. Mais je vous avoue que ce que j'avais pu constater sur les autres sujets de fraude financière qui étaient déjà possibles de porter en convention judiciaire d'intérêt public, toutes les autres fraudes financières, les amendes étaient 10 ou 20 fois plus fortes que les dossiers qui passaient en jugement devant un juge. C'est ce qui nous a poussé à l'époque à pousser la convention judiciaire d'intérêt public. Et je vous le dis, la condamnation de Google d'1 milliard d'euros en CEGIP, c'est inédit. Nulle part, aucun tribunal en France n'avait prononcé une peine pareille en matière financière, même au-delà du fiscal. Donc, je suis d'accord que ce n'est pas parfait, mais à un moment donné, parce que moi, pour le coup, je suis comme monsieur, moi, ça fait 25 ans que je bosse là-dessus. J'aimerais aussi voir des gens condamnés. Et que je vous avoue que j'étais contente quand même de voir que Google paye, en plus de ses pénalités fiscales, ce milliard d'euros sur une période qui était déjà très lointaine. Je vais te laisser conclure, juste pour dire que c'est un débat du coup qui est hyper intéressant sur la nature, et c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Allons-nous parvenir à rétablir un système judiciaire qui traite de la même manière, ou allons-nous nous satisfaire de sommes qu'on peut récupérer à travers des procédures spécifiques pour ce type de fraude? Je pense que c'est un pas en avant par rapport à ce qui était fait précédemment, parce que précédemment on n'avait pas la capacité de récupérer cet argent. Le pas suivant pour moi, ce sera précisément le jour où on pourra traiter ces affaires de la même manière comme tout autre type d'affaires judiciaires, avec les condamnations qui vont avec. C'était pour faire la synthèse entre nous deux. Donc on est pile dans les temps, donc merci beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Merci pour vos questions. Je suis désolé, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions potentiellement, mais du coup on n'aura pas le temps de les prendre. Mais merci pour vos questions très intéressantes, et encore merci aux 3 intervenantes, bien sûr.